Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier entretien avec une invitée. Ça va être le premier épisode d'une longue série avec des artistes et des intervenants et intervenantes du monde de l'art en général. Donc j'ai hâte de commencer tout ça avec vous. Aujourd'hui, on reçoit Impure Délice, qui est une drag queen qui performe sur les scènes de Lyon et ailleurs. Impure, c'est une amie à moi qui s'est lancée dans le drag il y a 6 mois et qui a connu une ascension assez dingue. Je l'ai vraiment vue évoluer, autant dans sa tête que dans son métier. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'elle a accompli depuis. Je trouvais ça assez intéressant le, d'avoir le témoignage d'une personne qui et encore dans ce lancement-là, dans cette recherche de scène, dans cette recherche, dans ses débuts en fait de personnages, de travail, etc. Mais qui est quand même assez évolué pour nous donner des conseils et pouvoir nous dire un petit peu ce qu'elle pense de tout ça. À travers cet entretien, on va pouvoir aborder plusieurs notions. On va commencer par parler du parcours d'Impure afin de vous la présenter. On va ensuite passer à une partie un peu plus technique sur comment construire son personnage, comment se lancer dans le drag et un point de vue un peu entrepreneurial de ce métier-là. Dans la troisième partie, on va aborder les valeurs du drag et en quoi cet art est un art de lutte et quelles valeurs il porte. Voilà. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse tout de suite avec mon entretien avec Impure. Eh bien, bonjour Impure. Salut! Merci beaucoup de bien vouloir participer au podcast et nous raconter ton histoire aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis super contente et puis c'est vraiment pour moi un plaisir d'être là et un honneur, j'ai envie de dire, pour toute ma communauté. Je pense, voilà, je suis là pour nous. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous raconter un peu ton parcours qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Oui, bien sûr, donc moi c'est un pur délice et je viens de Nouvelle-Calédonie. À la base, voilà, je suis venue en France pour faire des études de lettres modernes au départ et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Donc j'ai changé pour faire des études dans les jeux vidéo. C'est en fait justement en faisant ça, en me rendant compte que j'étais assez créative en fait, que je me suis rapprochée de milieux plus créatifs aussi, de spectacles. Et j'ai souvent été sur scène aussi quand j'étais jeune. J'avais un groupe de musique. Donc, Je savais pas ça. oui. Donc, j'ai toujours ressenti le besoin de me mettre en avant sur scène, de faire des choses artistiques. J'ai fait du théâtre pendant des années. Et en arrivant ici, j'avais un besoin surtout de me découvrir, on va dire, dans un milieu queer. J'avais besoin de faire ma culture queer, de me sentir de découvrir la communauté en fait, de rencontrer ma communauté qui n'est pas très mise en avant en Nouvelle-Calédonie, qui est un peu cachée. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer ces personnes-là, de rencontrer des drag queens, des drag kings. Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir le monde du drag en premier lieu? Comment t'as connu tout ça? Ouais. Je dirais que euh, donc j'ai découvert le drag vraiment en rencontrant des queens, mais qu'au final je ne comprenais pas trop le drag pour moi parce que c'était la scène, on va dire, plus gay masculine de Lyon dans laquelle j'étais au départ et donc c'était des personnages, des personnes que je croisais, mais au final je découvrais à peine ce milieu, donc il fallait voilà quelques étapes avant que je connaisse ces personnes, ce qu'elles faisaient. J'avais pas conscience de ça. Et puis plus tard, j'ai découvert des drag queens et des performeurs en fait drag grâce au No Gender. Ça, et je Pour ceux connaissais. qui connaissent pas, les no gender, c'est soirée C'est techno des queer. soirées techno Ouais. queer, ouais. Et
Et en fait, même avant ça, je connaissais bien sûr la franchise RuPaul's Drag Race. Donc ouais, c'est vraiment à partir de RuPaul que j'ai vraiment découvert le drag et j'ai découvert à quel point ça pouvait aller loin, à quel point c'était impressionnant. Mais c'est vrai qu'en vrai, vraiment à Lyon, dans la vraie vie, celle que j'ai rencontrée, elle était vachement différente, vraiment différente des drag queens que je voyais à la télé dans Drag Race. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens où il y avait des drag queens, il y avait plusieurs types en fait de drag que je ne voyais pas forcément ou qui n'étaient pas autant mis en avant à la télé et qui sortaient vraiment du commun de juste jouer avec le genre masculin ou féminin, enfin surtout féminin d'ailleurs parce que dans RuPaul's Drag Race on voit surtout des drag queens, donc c'est vraiment une émission de drag queen. Et là, j'ai vu d'autres types de drag. Est-ce que tu peux nous un peu raconter les différents types de drag un peu principaux peut-être? Oui, donc moi donc j'ai découvert donc les drag queens en premier, suivi des drag kings, donc c'est le fait de performer le genre masculin avec tous les codes qui s'en suivent et tout ça. Sachant qu'en fait le drag c'est vraiment une performance en fait, comme dans la vie de tous les jours, même nous en fait on performe le genre au quotidien. Donc selon les groupes sociaux dans lesquels on grandit, enfin c'est voilà et en fait bah, justement les drags vont casser des codes et je dirais même les codes de l'identité en général, de l'identité de genre, mais même de ça va casser des codes peut-être même de la société en général en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc pour en revenir au type de drag, on a donc les drag queens, les drag kings, les drag queer, donc ils vont être encore plus au milieu du spectre, on va dire, un peu perdus dans le spectre du genre. On a les drag créatures, donc moi je fais partie de ça, même si elle est assez féminine, mon drag est assez féminin, mais il est très créature aussi. On a des genderfuck qui sont très assez monstrueux, assez parfois dans l'horreur, dans le bizarre, et eux ils vont vraiment casser les codes de des codes aussi de vraiment j'ai envie de dire visuellement fort, de même d'une apparence normale, on va dire. Vraiment ça sort de ça et ouais c'est un peu le fuck à la société qui nous met dans des cases. Donc c'est ça. Et ensuite, on a le terme de bio queen et de faux queen. Donc ça, je l'ai entendu, mais j'avoue que dans la vraie vie, moi, je l'ai jamais entendu venant de gens de mon entourage, mais c'est ce qui normalement détermine les personnes trans, les personnes trans qui font du drag ou les femmes biologiques qui font enfin les femmes biologiques, ouais les femmes cis, je dirais même, les femmes cis qui font du drag. Je sais pas si ces termes sont encore utilisés parce que j'ai l'impression que je ne connais pas trop leur histoire, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et ensuite, il y a le Club Kid. Donc le Club Kid, je dirais, un mouvement, je crois que c'est vraiment, ouais, une sorte de mouvement de jeunes hommes gays qui se maquillaient de manière extravagante, mais vraiment, et c'était des codes un peu, je dirais, assez punk en fait. Il y a des codes et très éditorial, magazine, un peu et psychédélique. Il y a vraiment ce côté psychédélique dans le maquillage qui est extra, quoi, vraiment. Et c'est d'ailleurs ça, c'est le Club Kid, je pense, qui a amélioré qui a rehaussé, on va dire, le make-up de drag en termes de diversité. Voilà, ça a permis à diversifier le make-up drag. Donc voilà, c'est hyper important de parler du Club Kid, il y en a encore, c'est hyper intéressant. Et ensuite, on a aussi des sous-catégories de drag queen, je dirais, parce que oui, t'as des drags qui vont se focaliser sur des spécificités de leur drag. Donc, on a des comic queens qui font de la comédie. On a les spooky queens qui sont hyper bizarres, justement. On a la showgirl qui va être en mode Las Vegas, tout ça. Les beauty queens qui vont se focaliser sur justement la photo, elles vont faire des runways, elles vont être belles, quoi, en gros. Et enfin, les pageant queens qui font des concours de beauté. Voilà, ça fait beaucoup.
Mais je voulais tout dire, et il y en a encore tellement. Et toi, tu disais que tu te définissais comme une drag créature? Ouais, Ouais. plutôt, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton personnage Oui. Ok. Donc, mon personnage, il s'appelle Impure Délice. Elle s'appelle Impure Délice. Et c'est une drague elfe. Donc, c'est une drague créature qui est assez féminine en apparence, mais au final, je ne lui donne pas vraiment de genre. Parce que pour elle, ce n'est pas important, en fait. Euh, Même si dans la présentation, moi, je dirais comme moi, dans la vraie vie. Je suis très à l'aise avec ma féminité. Et voilà, c'est simplement ça. Et en fait, c'est une elfe qui vient donc du monde d'Alfheim. Donc je m'inspire de la mythologie nordique. Elle vient donc d'une autre dimension. Elle a des parents issus de deux types d'elfes en fait qui existent dans ce monde. En fait, il y a deux sortes d'elfes. Il y a des elfes de lumière, des elfes blancs, et il y a des elfes noirs, les elfes de l'ombre qui vivent les elfes blancs vivent à l'extérieur, plus dans à la lumière, on va dire, et les elfes noirs vivent sous terre. Et il faut savoir que dans cette mythologie, ces deux sortes d'elfes ne s'entendent pas. Et donc, je voulais parler de cette union interdite d'une mère elfe noire, d'un père elfe blanc, qui donne naissance à cet enfant, donc qui est en fait le fruit de quelque chose de défendu, d'interdit, en fait. Et donc, elle va devoir fuir et se cacher toute sa vie. Il y a vraiment cette chose-là, et ce n'est pas que parce qu'elle a des parents issus de ces deux tribus, on va dire. Euh, c'est aussi parce que c'est une magicienne. Donc, et en fait, pour moi, l'impure, justement, c'est lié à ça. C'est lié au fait d'être une sorcière, d'être un paria, en fait, parce que dans ce monde-là, j'imaginais que être une sorcière, c'était dangereux pour la société. Et donc, soit on essaie de te contrôler et on t'enrôle dans l'armée. Donc, les sorciers sont dans cet univers-là contrôlés par la société. Et s'ils sont pas contrôlés, ils deviennent un danger pour la société. Et donc, on les pourchasse. Et puisqu'elle est de base un enfant qui ne devrait pas être là, donc elle est là aussi, c'est une forme d'impureté, elle serait forcément tuée, je pense. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on vit en tant que minorité, d'être rejeté, d'être un peu, même, on nous fait des chasses aux sorcières, hein, et dans un autre pays, peut-être que je me ferais tuer actuellement pour être qui je suis. Donc ça me parle beaucoup, et aussi je suis métisse, mais en apparence, je suis blanche. Et donc pendant beaucoup de temps, je dirais que je voyais pas trop les couleurs, on va dire. J'ai grandi sur une île où il y avait beaucoup de gens de couleur autour de moi. Et j'ai découvert le racisme en grandissant. Et ça, c'est des choses comme ça dont je veux parler aussi. Bien que je sais que étant blanche, j'ai quelques-uns de ces privilèges de blanc. Mais en même temps, je suis une personne trans aussi. Donc je dirais que dans tous les cas, ces privilèges-là, quand je subis le reste voilà, je ne fais pas vraiment partie du haut du panier des personnes privilégiées, on va dire, voilà. Donc tout ça, ça me parle voilà, et c'est ce qui constitue mon personnage. C'est un peu une paria. Elle doit se cacher et elle utilise justement ses pouvoirs pour se métamorphoser, pour changer d'apparence, pour faire attention. Et elle grandit dans ce sens-là où en fait elle va essayer de se battre. Et pour se battre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va justement rentrer dans les rangs, faire semblant, ou en tout cas peut-être pas faire semblant, mais elle va voilà utiliser des stratagèmes pour lutter contre le patriarcat, ces choses-là, et le détruire de l'intérieur en fait. Elle utilise ses pouvoirs pour devenir une espionne, quoi. Ton personnage, c'est un mélange entre ton histoire, tes valeurs et aussi tes références et tes influences. Est-ce que tu m'as dit que tu avais pas mal d'influences d'ailleurs pour ton Oui, j'ai pas mal d'influences. Moi, je peux en parler là rapidement. Donc,
Je m'inspire donc voilà de la mythologie nordique avec Freya et Loki. Donc c'est ces deux personnages, ces deux dieux, donc une déesse et un dieu, donc dont je m'inspire. Vous pouvez aller regarder, ils sont très intéressants. Et euh, on a le prince Nuada et la princesse Nuala du film Hellboy 2. Donc ouais, ils m'ont vraiment j'ai trouvé ça génial parce que en fait mon personnage l'impur justement c'est parce que les elfes ils sont tellement mis en avant comme étant des personnages purs, justement des personnages presque parfaits. Dans le Seigneur des Anneaux on a ce truc où ils ont l'air tellement Parfait. parfaits. Ouais, il y a vraiment ce truc là et moi je veux casser ça, je veux casser le fait que non et les êtres humains sont même imparfaits et même les créatures, pourquoi pas, elles seraient imparfaites. On se donne cette chose. Et en fait, elle arrive justement sur scène souvent avec cette image qu'elle a l'air intouchable. Et au final, plus le temps passe et plus cette image, elle s'effrite, elle disparaît pour laisser place à quelqu'un de torturé, mais qui lutte, qui se laisse pas faire. On a donc cette référence de Hellboy, il y a She-Ra qui est vraiment une blonde de 2 mètres, hyper forte. Là, c'est vraiment en plus très camp. Il y a quelque chose un peu, elle est un peu très rose, très barbiesque, mais en même temps, elle peut avoir une armure, une épée. J'adore les épées d'ailleurs, ça fait beaucoup partie de mon personnage aussi. Et en parlant d'épée, je m'inspire de Grimes également. En tout cas, c'est une artiste qui m'a parlé depuis le début, j'ai envie de dire, depuis très longtemps que je la suis. Et elle a cette fascination pour les épées, justement. Donc, dans ses clips vidéo et tout ça, je trouve ça génial. Et pour les elfes également. Donc, sa musique me parle beaucoup, j'utilise beaucoup pour mes performances. Il y a Galadriel du Seigneur des Anneaux, qui est une femme forte, on va dire, qui est pas juste une elfe comme ça, même si dans le Seigneur des Anneaux, voilà, elle est mise en avant comme ça, mais c'est aussi une guerrière. Euh, voilà. Yennefer de The Witcher. On a Princesse Mononoke, j'adore. Et là aussi, il y a ce côté un peu sauvage de mon personnage qui, en fait, on a l'impression que l'elfe, voilà, elle est parfaite et tout ça, elle est jolie, elle est blonde, elle est mignonne, mais derrière, comme une sirène peut dévorer un marin sous l'eau, alors qu'elle l'a charmé, qu'elle est belle en apparence, ben, la mienne aussi, mon personnage, il peut mordre, quoi. C'est ça que je veux expliquer, c'est qu'on n'est pas juste jolie. Il y a tout un truc derrière. C'est ça, il n'y a pas juste le fait d'être jolie dans mon personnage, et j'aime beaucoup ça. Et les sorcières, je m'inspire beaucoup des sorcières. Trop bien. Voilà. Et on voit que du coup, la construction d'un personnage drag, c'est avec beaucoup de profondeur aussi sur tout ce qui est inspiration, valeur, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait là construire son personnage drag? Par quoi tu as commencé? Enfin, par quoi on commence? Comment on construit son personnage? Alors je dirais dans un premier temps que si vous voulez vous lancer, si toi tu veux construire ton personnage drag, ça se fait pas en un jour, enfin quoique peut-être, j'en sais rien, mais enfin moi, pour moi ça a été vraiment un parcours assez long enfin bien sûr tu te connais un minimum, tu sais qu'est-ce qui te parle au plus profond de toi, si tu devais être, moi je me demandais en fait qui j'ai envie d'être, si j'étais une super-héroïne, si j'étais, en fait si j'avais une voix pour parler à tout le monde, euh, à quoi je voudrais ressembler, voilà, qui aussi dans les gens aussi qu'on suit dans le monde entier, dans nos, comment dire, nos modèles dans la vie, j'imagine, on a tous un peu des modèles, eh bien, il faut aller chercher là-dedans pourquoi cette personne est autant un modèle pour moi, une modèle pour moi, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui me parle autant là-dedans, et je pense que c'est des extensions de nous-mêmes. Notre drague, c'est voilà, c'est nous. Et cette drague-là, enfin ce personnage évolue aussi en même temps que toi t'évolues dans ta vie et aussi dans ta vie de performeuse. Ouais, c'est là-dessus que je trouve que c'est un art très complet et très complexe parce que, ben, comme j'aime bien le dire, qu'il n'y a pas une seule drague ou un seul drague d'ailleurs.
qui est le ou la même. Vraiment, aucun drag n'est pareil, parce que chaque individu a ses spécificités, voilà, c'est vraiment très puissant et ça évolue avec nous. Euh, et c'est un peu comme tout, ça se travaille, on s'améliore, on obtient des conseils de nos compères, de nos consoeurs, confrères, consoeurs. On a, on partage beaucoup et les gens partagent aussi avec nous beaucoup de choses. On a la chance aussi je crois, c'est un milieu qui réunit beaucoup d'arts différents. C'est là aussi que je trouve qu'il y a un gros lien avec ce que je fais dans le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est un médium qui regroupe des artistes, des programmeurs, des narrative designers. Donc, il y a aussi même des auteurs qui se greffent à ça, des historiens parfois. Enfin, c'est hyper large. Et là-dessus, le drag, euh, on peut faire du drag avec un peu de tout. On peut parler c'est impressionnant. Ça demande des compétences assez différentes, du coup, notamment en make-up, en performance. C'est quoi les choses à apprendre pour toi quand tu te lances dans le drag? Quelles sont les compétences à acquérir et à travailler au fur et à mesure? Je dirais que la première chose à avoir, c'est d'avoir envie d'être une star. Non, mais enfin, je dis ça en gros, mais tu sais, tu le sens un peu que tu es là dans ta chambre et tu te mets à faire ta petite star sur des musiques. I don't know. Moi, depuis que je suis jeune, genre, j'ai vraiment ce truc j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de faire des trucs et de partager et d'être à fond. Je crois qu'il y a vraiment cette envie d'être intense. D'ailleurs, mon drag, voilà, je dirais, s'il y a un mot, c'est intense dans mes performances. Et je dis pas que ça doit l'être pour tout le monde. Ça, c'est mon drag à moi. Mais en tout cas, je pense que si ce mot-là, je peux le décaler vers le fait de faire du drag en général, ce serait d'être à fond dans ce qu'on fait. Il y a vraiment ça, juste d'avoir envie d'avoir confiance en soi. Euh, de, D'ailleurs, le drag, il faut se lancer si vous avez envie de le faire. Il faut se lancer. Ça va pas, vous allez pas ressembler à être incroyable du jour au lendemain, non, mais c'est ça qui est beau aussi. Et ouais, je pense que aussi j'ai l'impression qu'un des plus gros freins pour se lancer, c'est justement la peur, peut-être soit du regard des autres, ou alors, enfin, il y a quand même une notion un peu de sortir de sa zone de confort, surtout quand on est quelqu'un d'introverti, par exemple. Est-ce que, comment faire aussi pour se lancer, tu vois, quel est le déclic à avoir, ou alors pas le déclic, si tu vas petit à petit, comment tu sors de cet état un peu de peur? On dit souvent que c'est quand l'envie prend le dessus aussi. Je dirais que c'est bien d'aller dans En fait, il faut déjà aller encourager. Voilà, j'ai envie juste de dire que tu peux déjà aller encourager les dragues locales, voilà, que tu as autour de toi pour peut-être aller à leur rencontre pour la première fois et te rendre compte de ce que c'est vraiment. Parce que à la télé, dans RuPaul's Drag Race, c'est une émission. Ce sont des dragues qui ont de l'expérience. Donc c'est bien aussi de voir les dragues qui débutent, des dragues qui en font depuis 1 an, 2 ans, et des dragues bien sûr qui ont plus d'années derrière elles de professionnalisme. Mais euh, je pense qu'il faut d'abord voilà aller les encourager sur place, et ensuite une fois que tu les as rencontrées, que tu as partagé des moments avec elles, avec eux. Euh, eh ben, tu peux peut-être avoir des contacts, justement. Et d'ailleurs, il y a souvent des scènes ouvertes. Et je pense même que tu pourrais aller en soirée avec eux, en drague. Tu te make-up, tu te mets tes plus beaux habits, voilà, tu fais du mieux que tu peux. J'ai envie de dire, on commence tous quelque part. Mais il faut se lancer. Tu vas, peut-être, vas-y avec des amis si tu te sens que tu seras plus à l'aise. Ça peut être très drôle d'ailleurs, je pense, de se make-up et de s'habiller en drague avec des amis et d'aller tous ensemble à un show drague. Et en même temps, il faut avoir bien conscience de ce que ça représente aussi. Donc je dirais que euh, faut vraiment le faire. Il faut pas que tu te sentes mal à l'aise, que tu te forces, voilà, voilà.
Je pense Ouais, c'est que des petites étapes, des voilà, petits c'est des petites choses. qui vont déclencher ensuite. C'est ça. Il y en a qui commencent en faisant aussi du club kid et qui vont vers le drag et tout comme ton que j'imagine qui font du drag et qui veulent aller vers le club kid aussi après. Mais il y a pas mal de gens qui commencent à se maquiller juste un peu les yeux. Et Voilà. ouais, j'imagine que ça donne aussi une force, notamment pour les gens qui n'ont pas d'entourage qui font ça ou qui même connaissent les questions queer, etc. De, comme tu as dit, se faire un entourage drague et ensuite pouvoir évoluer avec LE parce que ça donne aussi une force de traîner avec des gens qui ont les mêmes problématiques et envies que toi, projets. Oui, oui, Mm. oui, oui. Toi, tu sens que Rencontrer de ça la t'a communauté. apporté dans ta vie de Ah oui, moi ça d'artiste? m'a beaucoup apporté. Ça, en fait, ça m'a fait me rendre compte de que je pouvais vivre ma féminité aussi étant une femme trans. Euh, Ça m'a permis de me rassurer beaucoup, de me dire, oh, il y a des espaces où je peux être vraiment moi-même, mais vraiment moi-même sans aucun problème. On va dire, enfin, ça peut arriver bien sûr, mais je dirais que dans ces lieux, il y a moins de chances que ça arrive, qu'il y ait des problèmes liés à mon genre, Mm. liés à ma sexualité. C'est vraiment ça. Et aussi, c'est un lieu où eh ben, on peut répondre aux questions des personnes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle, sur, je sais pas, bah, sur le drag aussi, sur le genre. Voilà, toutes ces questions-là. Et j'aimerais qu'on fasse une partie un petit peu tuto là pour un peu raconter aux gens comment se passe le métier de drague et comment y accéder, comment commencer. On a déjà commencé à en parler. Et ensuite, je serais très contente qu'on revienne sur les valeurs et toutes les questions, que ce soit politique, mais aussi de bienfaits que ça peut t'apporter personnellement ensuite. Et du coup, je vais te demander, par exemple, une performance sur scène. Comment tu l'as construit? Quelles sont un peu les étapes de préparation que tu peux avoir pour construire ta performance? Pour construire ma performance, euh, ouais, j'ai plusieurs étapes, je dirais. Euh, J'aime bien, bah, en fait, ça dépend aussi de la performance, déjà. Mm. Oui, c'est vrai que là, j'allais parler du lip sync. Mm. Donc, si vous savez pas ce que c'est, le lip sync, c'est le fait de faire du playback sur une chanson au choix. Et on essaie de l'incarner, de vraiment donner un show sur cette chanson. Et donc c'est vrai que pour préparer des lip sync, moi j'ai tendance à donc chercher la chanson. La chanson, elle peut m'inspirer. Ça dépend en fait. Soit j'ai une émotion que je veux transmettre absolument pendant un show. C'est souvent ça d'ailleurs. J'ai souvent une idée bien précise en tête de quelque chose d'intense. Souvent justement j'ai ce truc un peu d'ailleurs qui peut un peu passer finalement sur plusieurs chansons, en fait sur plusieurs styles de musique. Grâce au personnage que j'ai, je pense, je peux un peu performer sur beaucoup de styles. Voilà, enfin, j'imagine que toutes les dragues peuvent s'adapter en vrai. Donc, ce que je dis là, voilà, ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là, mais j'ai ce truc où j'ai cette émotion que je veux transmettre, ou un message, ou une histoire. Et souvent, j'ai envie d'employer vraiment ce mot-là, d'une histoire à raconter. Moi, j'aime particulièrement raconter des histoires à travers mes performances. Donc, pendant mes performances, euh, j'ai une sorte de plan qui s'exécute. J'ai plusieurs étapes. D'ailleurs, on a des étapes parfois qu'on peut voir visuellement dans des shows avec des reveals qui marquent un Mm. gros moment. Voilà, il y a des parties où on aime bien euh, que notre qu'il y ait des moments marquants. Mm. Et ces moments marquants vont faire qu'on se souvient de nous. Très souvent, il y a ce côté-là de surprendre, de vraiment donner un show particulier qui fait que la personne, elle vient voir quelque chose d'unique à chaque fois. Il y a vraiment cette chose de donner quelque chose d'unique à voir, à écouter, et parfois même de redécouvrir une chanson qu'on connaît, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve ça vraiment euh, irréel. C'est trop intéressant. Parfois, t'as qu'une seule façon de voir une chanson et on te la présente totalement différemment. Et tu rentres un peu dans la tête du performeur que tu as devant toi et tu te dis,
waouh, c'est une façon de voir les choses que j'avais pas imaginé. Et donc, tu as le lip sync et tu as d'autres Oui. types de performances, c'est ça? Donc, ouais, il y a d'autres types de performances, mais moi, enfin voilà, je vais parler donc d'abord, Mm. bah voilà, pour le lip sync. D'ailleurs, il y a les étapes aussi, donc pour préparer ça, bien sûr, il y a le maquillage. En fait, t'as la préparation et en fait, dans un premier temps, moi, je prépare le show. Comme ça, je suis sûr de moi pour le jour, ou en tout cas un minimum rassuré d'avoir préparé quelque chose. Ensuite, il y a la préparation le jour même de quel maquillage je me fais. Et là, on essaie de trouver souvent une identité visuelle à notre drague pour qu'on nous reconnaisse. Parce que c'est vrai qu'on change même de tête, on devient un personnage, et comme un super-héros qui a sa tenue, qu'on reconnaît avec ses couleurs, son identité visuelle, nous aussi on a notre identité visuelle. Donc ça passe par la tenue, le La tenue, make-up, le make-up. même l'attitude, j'imagine. Il y a des dragues, j'ai l'impression, qui sont et que c'est fait exprès qu'elles soient très hargneuses, d'autres qui sont très joyeuses. C'est ça, oui. Il y a C'est des ça. attitudes. On est aussi pas que sur scène, mais en soirée. Enfin, ça dépend des performances, bien sûr. Il y a des dragues qui vont performer plus pendant des brunchs en journée. Il y a des dragues, enfin voilà, qui performent plus pour des shows très plus sensuels, plus pour adultes. Moi, je fais des shows techno et j'allais venir à ça justement, à parler de cet autre type de performance que je fais. Et d'ailleurs, c'est celle que je fais le plus souvent au final. Je performe donc sur de la musique techno à côté d'un DJ, sur une scène, aux côtés d'un DJ. Et en fait, j'essaie de raconter une histoire avec mes mouvements corporels, vraiment, ou avec des accessoires, avec mes vêtements, avec tout ce que j'ai avec moi. J'essaie de raconter une histoire sur sa musique qui peut prendre des formes très différentes, et au final c'est beaucoup d'impro. C'est quelque chose qui s'improvise. Bien sûr, je viens très souvent avec mon plan, avec mon idée, mais il y a quand même cette magie du moment qui peut changer, qui peut s'adapter. J'aime beaucoup ces performances-là parce que il y a des choses qui on se dépasse. Il y a vraiment quelque chose où parfois je dépasse même mes capacités physiques. Tu rentres dans un mood, dans une Oui, bulle, quoi. exactement. On est un peu en transe quand on est sur scène. On est Oui, dans ce cadre-là où c'est très physique, pendant 30 minutes, je bouge. C'est long, ouais, 30 minutes. C'est beaucoup, c'est un gros effort physique, donc faut bien s'échauffer avant, des choses comme ça, boire de l'eau. Mais c'est vraiment très intéressant et on essaie de connecter avec le public. Et je trouve que par contre, je connecte peut-être moins en termes de performance avec le public pendant ces shows-là. Parce que les publics, ils vont connecter avec ce qu'ils voient, ils vont connecter avec la musique qui est très forte. Il y a quelque chose de très différent. Je donne en fait un visuel à la musique. J'ai tendance à le dire comme ça. J'aime bien le dire comme ça. C'est qu'ils ont une musique visuelle devant leurs yeux quand je danse sur scène pendant la techno, sur de la techno. Euh, Alors que pendant un drag show où je fais un lip sync, ou bien il y en a par exemple qui vont faire une one woman show, one man show, qui vont se mettre en scène de manière comique ou dramatique. Moi pour l'instant je n'ai pas fait ça. Peut-être un jour, mais voilà. Et je voulais te demander du coup, comment tu accèdes à ta première scène? Par quoi tu commences? Comment tu peux accéder à tes premiers shows en tant que drag du coup? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on peut justement rencontrer des drag queens locales, voilà, ou même pas forcément locales, on peut envoyer des messages sur Instagram et demander, tiens, tu aurais de la place pour ton prochain spectacle, pour une scène ouverte. On peut tout à fait aller demander ça. Il faut discuter avec ces personnes, leur expliquer qui on est, quel drag on fait, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, voir si ça plaît à cette personne-là. En fait, c'est du partage entre artistes. Et, et donc, c'est très bienveillant pour mettre en avant bien des gens qui ont envie de s'exprimer, en fait. Donc, il suffit d'aller en soirée. Pardon. Non, Il suffit d'aller en soirée avec, voilà, en drague, j'ai envie de dire. Moi, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je vais parler de mon expérience tout simplement. Moi, j'ai commencé à sortir maquillée
à m'apprêter en drague et à essayer d'avoir cette attitude où je me sentais très en confiance. Et, et c'est pas forcément facile de le faire au départ parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas au même niveau, mais il faut pas se dire ça. Il faut juste être soi-même, être même plus que soi, j'ai envie de dire, essayer d'être euh, positive. Voilà, il y a quelque chose de toute façon, vous vous maquillez, vous mettez une wig, vous mettez une perruque, du coup, vous vous habillez dans vos plus beaux habits et vous allez le sentir. Voilà. Là, on a parlé de commencer dans le drag en tant qu'amateur et amatrice. Et comment est-ce que tu deviens professionnelle et quel statut, par exemple, les professionnels ont? Alors ça, c'est une question. c'est compliqué. Voilà, je vais tout de suite le dire, comme ça c'est dit. C'est très compliqué. Moi, j'ai plus vu des associations euh, avec plusieurs drags. Il y a des houses de drag, des maisons de drag, voilà, des gens qui se mettent ensemble pour justement être rémunérés, pour pouvoir en fait se rémunérer avec leur show drag. Il y a des drag shows qui sont au chapeau, c'est bien connu, mais très souvent en fait c'est très précaire comme milieu. Je vais pas vous mentir là-dessus, voilà, c'est compliqué. Euh, J'espère qu'avec Drag Race France, avec tout ce qui se passe, que les gens puissent prendre conscience euh, que c'est un travail, on n'est pas juste là à juste trouver ça fun, parce que c'est beaucoup de travail en fait, c'est beaucoup de travail et le problème, je dirais, au niveau du statut de tout ça, c'est que c'est pas encore reconnu. C'est même moi là à l'heure actuelle, je galère un peu avec, enfin voilà, avec le système pour me rémunérer à ce niveau-là parce que c'est le statut justement de, de, de performeur drag, ça n'est pas quelque chose de bien connu justement pour expliquer ce qu'on fait. Donc je pense qu'on pourrait, donc oui, on peut passer par les associations. Il y a aussi le fait d'être en intermittence, voilà, du spectacle. Mais ça, par exemple, j'en ai pas trop parlé avec les gens autour de moi. Je pense que c'est compliqué d'être en intermittence. Parce que tout le monde ne donne pas de cachet, en fait. Oui, exactement. Oui, il y a ça. Voilà, justement, c'est ça. C'est que, oui, c'est que tout le monde ne donne pas de cachet pour ces C'est toujours le même artistes-là. problème, ouais. Oui, exactement. Et sinon, haute entreprise? Oui, par l'auto-entreprise, moi, c'est ce que là, je suis en train de faire et ça prend du temps. C'est compliqué parce que, pareil, on m'envoie de tous les côtés. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous demander si vous y connaissez parmi les gens qui nous écoutent, si vous y connaissez bien dans les lois du travail ces choses-là, eh bien de peut-être prendre contact avec moi pour qu'on discute de ces choses-là et que je puisse vraiment, qu'on puisse en parler avec des personnes proches de ce milieu-là que je connais, parce que c'est vraiment des questions importantes et je pense que ça pourrait même être un épisode complet, on pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais c'est très intéressant. Et à la fois, c'est compliqué pour nous, quoi. On aimerait bien simplifier toutes les démarches. Et avoir une vraie reconnaissance, parce que j'ai l'impression que on en avait parlé tout à l'heure, mais chaque artiste a des statuts différents. Exactement. Personne ne sait trop où se mettre, dans quel statut. Il y a toujours des avantages, inconvénients, et ça fait que ça précarise totalement le métier, parce que déjà, on n'y connaît rien. On n'a pas eu de formation en tant qu'artiste pour ça. Et en plus, ça fait qu'on ne peut pas se rejoindre sur des luttes parce qu'on n'a pas les mêmes statuts et du coup les mêmes problèmes exacts au quotidien. Oui, exactement. C'est vrai que, bah voilà, il y a tellement de statuts différents. En fait, oui, on s'en mêle sûrement un peu les pinceaux là-dedans. Et oui, c'est à nous de faire toutes les démarches. C'est parfois très anxiogène, en fait. Tout simplement, c'est très anxiogène. Tout le monde n'a pas la force. Parfois, on est fatigué. On traverse tous des choses dans notre vie. Et donc,
on est parfois même mal dirigé, en fait, il y a ces choses-là. Et oui, vu que les artistes font tous un peu des choses différentes aussi, je comprends aussi que ça puisse être compliqué, administrativement parlant, que, que oui, vu qu'un artiste fait une chose tellement différente qu'un autre, est-ce qu'on peut vraiment leur donner le même statut ou pas? Je m'y connais pas assez, mais voilà, c'est compliqué. Du coup, pour que les gens comprennent un petit peu à quel point ça demande du travail, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu dois faire et aussi tout ce que ça te coûte parce que c'est beaucoup de matériel? Alors, je saurais pas te dire exactement combien ça me coûte parce que j'ai mon maquillage par exemple, c'est petit à petit que j'ai acheté tout ça. Mais c'est impossible à C'est pratiquer. sur beaucoup d'années. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être regarder ça de plus près en déballant tout et voir tous les prix de chaque chose que j'ai. Mais là, grosso modo, je pourrais dire que ça coûte très cher à la mesure du drag, euh, on va dire de la qualité. Quoique, attends. En fait, on peut faire beaucoup avec pas grand chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé avec en fait pas grand chose. Euh, Ce qu'il faut savoir, je crois, c'est ton drag. Tu veux l'amener où en termes d'apparence, en termes de ce à quoi il ressemble. Donc, c'est à toi aussi de voir ce dont tu as besoin pour son drag. C'est-à-dire que si tu veux avoir un maquillage très très poussé en termes de beauté, de cinéma, tu as envie de ressembler à une star de cinéma, tu vas t'intéresser aux méthodes de maquillage, en tout cas, qui vont te donner cette apparence-là. Tu vas essayer de travailler dans ce sens-là, ton maquillage, et donc tu vas t'équiper en fonction. Et si tu veux, au contraire, une drague toute pailletée, dans tous les sens, avec de la peinture, bien sûr, tu peux apprendre à travailler tout ça plus loin, mais ça, ce sera plus de la technique que du matériel. Donc, je dirais qu'en fait, ça dépend vraiment. Mais la plupart du temps, pour que ton, ton personnage et tes looks, parce qu'on parle vraiment de look là, pour que tes looks aient l'air vraiment incroyables, plus poussés, ça va coûter plus cher forcément, je pense, ou en tout cas, soit plus cher, soit plus d'efforts techniques. Voilà, ça se joue sur ces deux choses-là, des efforts techniques et du matériel. Tu mets les deux ensemble, si t'as les deux, waouh, c'est beaucoup, mais je pense que tu peux. Oui, tu donnais des petits tips tout à l'heure, genre aller en friperie. Oui, donc ouais, moi je fais ça maintenant, beaucoup. J'essaye d'aller en fripe pour même mes vêtements du quotidien en fait. On trouve de belles pièces, des pièces de qualité qui tiennent dans le temps et même des pièces d'autres temps en fait, d'autres périodes, des années 80. On peut trouver des choses et se dire oh tiens si je faisais une performance des années 80, et ben voilà, t'es servi quoi. Et ouais, on peut aussi, bien sûr, si tu commences le drag, tu peux aussi aller voir du côté de tes d'amis qui savent coudre et bien sûr, si possible, les rémunérer ou au moins faire un peu de troc, essayer de voilà, mais faut leur donner aussi à ces gens-là. Il y a beaucoup d'artistes queer, même de techniciens ou d'artisans, voilà, d'artisans de la communauté qui travaillent pour nous, qui nous font des choses, et ça, c'est important de les mettre en avant. C'est pas intéressant. Ça. Même les photographes, d'ailleurs. Voilà. Big up. Ouais, en fait, donner de la visibilité au drag, c'est déjà bien. Maintenant, c'est sûr que c'est mieux d'être rémunéré. Le but là-dedans, oui, ben voilà, on veut en fait grandir et pouvoir vivre de notre art comme d'autres artistes connus, en fait. Il y a ça, mais il y a aussi vraiment le fait d'être précaire, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est très dur parfois de se rendre compte à quel point ça nous demande beaucoup et que on n'est pas toujours pris au sérieux par la société, en gros, on va dire. Et c'est peut-être dû au fait que le grand public
aborder ça au grand public alors que finalement être en communauté queer, ça peut paraître très niche. Eh bien, je crois que là, le grand public s'ouvre de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie, en tout cas. T'as espoir, toi? Oui, moi j'ai l'espoir qu'on soit, ouais, qu'on puisse partager ça avec le grand public. Il y a un truc sur lequel je veux revenir, enfin bon, dont je veux parler, c'est les stéréotypes. Peut-être tu voulais en parler aussi, sûrement. Les stéréotypes liés au drag, parce que c'est intimement lié à notre image du grand public. Enfin, je vois bien que beaucoup de gens font l'amalgame entre des choses plus comme le charme ou le striptease ou même voilà les choses érotiques en général ou du contenu plus pour adultes, alors que le drag ce n'est pas ça en fait à la base, ce n'est vraiment pas ça qui le définit. Bien sûr qu'il y a des performances liées à ce contenu pour adultes, mais c'est pas ça le drag en fait. C'est pas que ça. Et il faut vraiment redéfinir le fait qu'en fait on peut un peu tout faire. Et ouais, est-ce que tu as l'impression que dans l'image des gens, enfin dans la tête des gens, l'image du drag évolue? Et par exemple, est-ce que tu as l'impression qu'ils se rendent compte, par exemple, de tout l'aspect politique qu'il y a derrière? Parce que toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui t'a aussi plu dans ce domaine-là, c'est toutes les valeurs qu'elle porte. Oui. Du coup, pour moi, ouais, les valeurs en fait du drag. Donc, premièrement, je sais plus si j'en ai déjà parlé avant, mais on veut donner de la visibilité donc à la communauté LGBTQIA+, donc parce qu'on est une minorité. Il y a vraiment ça qu'on veut mettre en avant pour voilà. Il y a ça, mais je crois que j'en ai déjà parlé. C'est pas grave, t'inquiète. Je vais redire juste que donc le drag avec ses valeurs, en fait, c'est je trouve qu'on veut donner de la force à tout le monde, en fait. On veut se donner de la force, et quand je parle de donner de la force, c'est euh, pour un peu pas s'enfermer dans une société qui peut nous faire nous renfermer, en fait. Il y a ce truc, on veut expliquer aux gens en faisant des shows, en étant un peu plus que ce qu'on est dans la vraie vie, que c'est ok de c'est ok d'être un peu extra parfois, c'est ok d'être un peu bizarre, c'est ok euh, d'avoir cette orientation sexuelle, c'est ok d'être une personne trans. Et voilà, ça rassure beaucoup, je pense. C'est un espace safe. Et moi, ça m'a donné la force d'affronter voilà, mon syndrome de l'imposteur. Ça t'a aidé dans ton expression de genre aussi? Est-ce que tu penses que dans ta vie personnelle, ça a pu aussi te permettre de te Ouais. sentir plus toi-même? Ouais. Ça m'a permis de me sentir, de comprendre un peu mieux ouais, ma féminité, euh, de faire, en fait, de rencontrer aussi des personnes trans, tout simplement, des femmes trans et des hommes trans, mais même des personnes non binaires. Ça m'a vraiment permis de rencontrer les gens qui avaient des réponses à mes questions, qui avaient même tout simplement du soutien, en fait, à m'apporter, euh, qui ont pu me diriger vers de quoi me documenter par rapport au fait que je sois une femme trans. C'est très... On n'a pas toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, voilà. On n'a pas toutes les cartes en main, et on va vers ces personnes parce que voilà, ils sont là, elles sont là. On se retrouve dans ces endroits où on est tous ensemble, et c'est le moment de comprendre qui on est. Et grâce au drag, donc j'ai pu comprendre mieux qui je suis en tant que femme trans. Voilà, et aussi ça m'a donné la force
d'assumer ça, parce que ça fait peur, on nous menace, il y a beaucoup de discrimination. Donc ça m'a donné beaucoup de force. Voilà. Je reviens sur ces mots-là, ça donne de la force à tout le monde, je pense. Et est-ce que ces menaces-là, tu les ressens particulièrement aussi quand tu es en drague, ou ça te permet, enfin, notamment à Lyon, c'est un peu connu pour être une ville de fachos, Oui. en vrai. Ça fait peur quand ça arrive. Parfois, on l'oublie un peu des fois, même si on est vite rappelé à l'ordre. Hein, vu toute la discrimination qu'il y a, nous, on est obligé de prendre souvent des Uber ou de prendre des moyens de transport en voiture, de se faire déposer par un chauffeur, en tout cas. Parfois, c'est des amis qui m'emmènent. Parfois, en vélo ou bien... mais ça m'est arrivé, la plupart du temps, je prends les transports personnels en drague. Et moi, je reçois des regards, voilà, mais ça, à la limite, c'est pas très grave pour moi. Ça me fait même beaucoup rire parfois, mais on peut subir des violences de toutes sortes. Et donc, on essaie d'éviter ça, mais on est loin du meilleur des mondes où ça n'arriverait pas. Donc, il faut prendre des précautions, voilà. Et ça fait peur, voilà. Et je tiens juste à dire que aucune ou aucun d'entre nous ne devrait vivre telles atrocités, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Déjà, je te trouve super forte de quand même prendre les transports, etc. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que du coup, moi, c'est plus de la discrimination sexiste. Je subis pas d'autres discriminations, mais Juste. comment? Oui, c'est déjà trop. C'est trop. Mais genre, ça me parle beaucoup parce que, par exemple, moi, je travaille beaucoup la nuit en tant que photographe et du coup, je viens rentrer beaucoup la nuit, 4 heures du matin chez moi toute seule. Et d'un côté, j'adore ça parce que ça m'empouvoir de ouf. Au début, j'étais vraiment effrayée, mais depuis que je suis assez jeune, je rentre de soirée seule et tout le monde me dit mais non, mais rentre pas seule ou rentre machin et tout. Et en fait, ça m'a apporté dans ma vie un pouvoir de m'empouvoirer aussi et de me réapproprier l'espace public, la rue. Et quand je vois une femme ou une personne LGBT dehors la nuit seule, ça me remplit de joie parce que je me dis que plus on est dehors et plus on va rendre la rue safe, même si il faut jamais pousser les gens à aller dehors et c'est que si tu te sens prête et safe à cet endroit-là. Mais est-ce que toi, ça te permet aussi ça te fait du bien aussi de ce côté-là, de te dire là, je vais prendre le transport quand même seule et nique quoi. Oui, alors j'ai la chance de ne pas avoir été trop souvent agressé. Enfin, je dis que c'est une chance, mais bon. Ça devrait être normal. Mais C'est il suffit d'un jour, d'une fois, pour que votre vie soit, voilà. Donc, qu'il y ait un gros problème qui vous arrive. Et donc, jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Et c'est vrai que de sortir, en fait, surtout en pleine journée, je me rends compte à quel point, voilà, il y a plus de lumière, on peut nous voir beaucoup plus facilement. C'est vrai que la nuit, tu peux, à la limite, être un peu plus caché. Mais c'est aussi le moment où c'est peut-être le plus dangereux également. Moi, je trouve qu'en journée, pour les drag queens, c'est aussi très dangereux. Et d'ailleurs, pour les femmes aussi, le harcèlement de rue, en journée, c'est très commun également. Donc, en fin de compte, moi, je trouve, oui, que ça nous empouvoire aussi beaucoup. Ça donne le fait de se réapproprier, voilà, ces espaces-là, surtout en groupe. Parce que moi, ma plus grande crainte, c'est en termes de violence physique, c'est de me retrouver face à un groupe de personnes qui me veulent du mal. Et d'être seule à ce moment-là. C'est pour ça que d'être en groupe aussi, d'être en groupe en étant queer, ça nous permet de pas subir ces discriminations-là de manière aussi frontale. On va pouvoir au moins ériger un bouclier, on va pouvoir au moins rester voilà, ensemble pour ne pas se faire agresser en solo, justement. Voilà, c'est ça. Ça nous donne... ouais, Et s'il y a autant de menaces aussi, d'un côté, ça montre à quel point le drag, c'est un moyen aussi de combattre le patriarcat, parce que s'il y a des gens qui vous veulent du mal, c'est que ils se sentent en insécurité, eux, dans leur propre carcan ancien qu'on devrait éclater. Mais
Ça montre aussi à quel point le drag peut permettre de faire évoluer un monde hyper patriarcal et homophobe. Oui, ça permet d'exprimer, le drag, ça permet d'exprimer ce que les gens parfois redoutent en eux-mêmes. Enfin, ça permet de le montrer, j'ai envie de dire. Parfois, ça peut être, j'imagine, dur à regarder pour justement ces personnes qui l'ont rejeté toute leur vie. De voir qu'il y a des personnes qui sont assez libérées pour le faire, et je pense que ça remet une grosse claque dans la face, ça les blesse énormément, et c'est pour ça qu'ils répondent avec autant de violence. En tout cas, c'est ce que ça me donne l'impression. Euh, j'ai aussi l'impression que oui, ce sont les gens qui sont le plus blessés par ça eux-mêmes qui font le plus de mal. Peut-être que c'est qu'une impression, mais il y a bien sûr, il y a de la haine sociale qui a été créée par toutes les constructions très masculinistes, très voilà, macho. Euh, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ce sont des gens profondément blessés ou traumatisés, ou qui n'ont pas eu un cadre de vie qui leur a permis de se sentir assez safe. En fait, là, même ce que fait le drag, c'est d'expliquer aussi aux gens euh, que on, on, on parle de messages, on essaie voilà, là, comme dans la saison 2 de Drag Race France, dans la saison 1 aussi, qui l'a très bien fait, il y a des messages comme ça, destinés même aux familles, euh, qui, qui permettent d'ouvrir les yeux, en fait. C'est des messages qui peuvent... Vraiment, on peut entendre une maman ou un papa parler de leur propre enfant qui fait du drag ou qui est trans, ou enfin qui est une personne trans, qui est un enfant qui est homosexuel. On a vraiment... si on entend un parent parler de son enfant en disant que c'est quelqu'un d'extraordinaire et que pourtant ça n'a rien changé dans le fait qu'il les aime, ben, ça peut peut-être permettre à d'autres de se dire qu'en fait, on peut continuer d'aimer son enfant. Voilà. En tout cas, j'ai l'espoir que ça ouvre les yeux à certaines personnes sur le fait que c'est l'amour qu'on a pour les gens ne devrait pas s'arrêter au moment où on découvre leur orientation sexuelle ou parce que voilà, ils n'ont pas le genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc voilà, c'est assez compliqué tout ça. Et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça. Justement, je dirais que il faut juste apprendre à casser ces codes-là si longtemps, qui nous ont si longtemps mis dans ces cases-là. Voilà. Carrément. Et j'ai l'impression que moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que toutes les communautés qu'on est en train de construire au travers de nos luttes ou de nos métiers, ça permet, et de notre art, ça permet aussi de regrouper plein de luttes. Le drag, c'est hyper intersectionnel. Il y a autant des problématiques sexistes, racistes, homophobes et trans, etc. Et du coup, ça permet de mettre en lumière plein de luttes et aussi de construire un monde, justement, un monde plus safe, un monde où il y a de la sororité, mais aussi ouais, beaucoup de bienveillance et de faire en sorte que les gens, autant collectivement que personnellement, euh, vivent dans un monde meilleur aussi. Et comme tu l'as dit, que les enfants, etc. aussi, les nouvelles générations. J'expliquais que ce qu'on fait là, c'est beaucoup pour l'avenir, tout comme les personnes qui étaient là avant nous, avant moi, l'ont fait pour nous. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance vraiment de pouvoir vivre, on va dire, dans ma communauté, même dans l'espace public. En vrai, je me maquille, je sors féminine et voilà, je me sens femme, je suis femme, et genre, je sors,
Et parfois, enfin, je veux dire, les gens ne... euh, il y a beaucoup de gens qui ont de la bienveillance aujourd'hui, grâce à ces personnes. Et on a le mariage gay aujourd'hui. Enfin, vous voyez, genre, les choses, elles ont avancé. Euh, et sans les personnes qui ont lutté avant, sans les émeutes de Stonewall en 1969, il n'y aurait pas la Pride qui permet maintenant de chaque année de dire qu'on est là, qu'on existe, de parler haut et fort de... Il faut qu'on montre au monde qu'on existe. Et je trouve ça fou que des gens renient notre propre existence alors qu'on est là et que c'est un fait. De fait, nous sommes là et pourtant, waouh, c'est impressionnant ça, voilà. Mais je suis juste, mais bon. Et oui. Ouais, ça donne espoir à aussi des prochains artistes, parce que là, on parle pas mal à des artistes, je pense, mais aussi à d'autres gens, enfin dans ce podcast, que bah ouais, s'engager, ça marche aussi, mais pas forcément s'engager, juste vivre comme on le souhaite et avec ses valeurs, ça marche parce que la preuve, le monde évolue et on peut, plus on parle fort. Et oui, le drag c'est politique, le drag c'est s'engager dans le fait d'être là pour mettre en valeur sa communauté aux yeux des gens qui ne la connaissent pas, qui... Et pourtant, on est tous concernés par notre existence parce que les enfants, eh bien, les enfants sont concernés en fait et grandissent et deviennent des adultes concernés. Enfin voilà, on ne choisit pas son orientation sexuelle. On ne choisit pas, voilà, son genre. Il y a certaines choses comme ça que c'est pour ça qu'on est concerné parce que c'est un peu imprévisible et Ça peut être, oui, ça peut être votre propre enfant, ça peut être vos proches et je suis quasiment sûre que dans l'entourage de tout le monde, il y a une personne LGBTQIA+, si ça se trouve, vous ne le savez même pas. Et pourquoi vous ne le savez pas? Parce qu'on a peur, tout simplement. Et cette peur, elle doit disparaître. Et les drag queens et les drag kings et toutes les formes de drag sont là pour effacer cette peur, pour dissiper ces peurs-là. Quand vous venez à un show drag, vous sortez de votre quotidien et c'est le moment en fait où toutes ces peurs n'existent plus. On peut se réapproprier notre espace, on peut se réapproprier nos traumas euh, pour en faire des belles choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi un peu dans la joie, quoi. Enfin, En fait, c'est ça. en créant C'est des hyper nouvelles choses. positif. Oui, c'est créatif et on est, on est tous unis par quelque chose de commun là-dedans. C'est même pas que les minorités ou les violences qu'on subit. Au final, il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi tout simplement la vie d'être des êtres humains qui se cherchent. Je crois qu'il y a vraiment ça, genre on se cherche et ces gens qui sont dans la communauté ou qui se sont questionnés, justement on s'est questionné, on s'est questionné sur qui on est dans la société, on s'est questionné par rapport au féminisme. J'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui ont questionné leur vie, qui se retrouvent là. Ou alors tout simplement, t'as trouvé trop cool un show drag et t'as juste envie de voir un super spectacle. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème non plus. Genre vraiment, c'est trop cool. Et venez nous soutenir aussi si vous êtes même pas concerné par la communauté. Et ben pour nous, c'est déjà un grand pas de vous avoir. Ouais, vraiment, c'est ça en fait. Moi, j'ai posé toutes les questions que j'ai pensé à poser avec toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder également, qu'on n'a pas abordé là? Je crois que j'ai tout dit.
mis à part que vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Oui, impure, donc IMPURE, tiré du 8, délice, DELYS. Génial. Et est-ce que tu as un mot pour la fin, un petit conseil d'amour à donner à des gens Par rapport à mon drag, je vais juste dire que c'est une magicienne, c'est une sorcière, et la magie, pour moi, ce que ça représente, c'est le pouvoir du changement. C'est l'art d'altérer les choses, et donc, on est en train, là, avec cet art-là, du drag, d'altérer notre monde, notre vision de notre communauté, de qui nous sommes. On est en train d'altérer, euh, plutôt d'altérer dans le bon sens, de modifier, d'améliorer notre image qui a été décidée par d'autres gens que nous. En fait, l'image des personnes LGBTQIA+, elle a été définie par des gens qui n'étaient pas concernés, ou en tout cas, on leur a pas laissé l'opportunité de s'exprimer eux-mêmes, nous exprimer nous-mêmes. Je me mets aussi dedans, bien sûr. Et donc, je voudrais juste dire que là, pour moi, le drag, c'est de la magie. Parce qu'on est en train de changer les choses drastiquement. On est en train en tout cas, j'espère qu'on y arrive, et j'ai l'impression vraiment qu'on le fait. Et c'est pour le mieux. C'est pour le bien de tous, vraiment. Et sans les personnes qui ont fait cette magie-là avant moi, eh bien aujourd'hui, je serais peut-être ailleurs. Voilà. Et merci à toutes ces personnes qui m'ont permis d'être moi-même aujourd'hui. Et je vous encourage à être vous-même, parce que comme dit RuPaul, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment pourrais-tu aimer qui que ce soit d'autre? Donc aimez-vous vous-même, s'il vous plaît. Trop bien. Bah, je voulais vraiment te remercier pour tout le partage que tu nous as fait aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et oui, c'était un plaisir et je suis trop contente d'avoir fait ça avec toi. Pour ceux qui ne savent pas, on est amis dans la vraie vie. Oui. C'est différent là de Oui. discuter tout ça. Tu m'as appris plein de trucs et vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit ici. C'est une petite bulle d'amour, donc merci pour tout. Et à bientôt sur ce podcast. Vous pourrez me retrouver cette année dans plusieurs choses. Suivez bien mes réseaux si vous avez envie de voir ce que je vais faire. Genre, elle est tellement partout que moi, une fois, je suis allée en soirée et elle était sur scène. J'étais genre, mais elle est vraiment partout. C'est dingue. Donc, ouais, vous pouvez retrouver Impure sur les scènes de Lyon, mais aussi autre part, parce que tu as déjà été en Suisse et bientôt dans d'autres villes. Donc, allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Et on a hâte d'avoir vos retours sur le compte Instagram aussi du podcast. Et on discute de tout ça tous ensemble, toutes et tous. Merci beaucoup et bonne soirée et merci à tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir sur vos applis de podcast ou sur le compte Instagram tout neuf du podcast. Donc il s'agit de Lalam Podcast, @Lalam Podcast. Voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous aura parlé. Et n'hésitez pas à venir débattre sur le compte Instagram, parler en commentaire, il est fait pour ça. Pouvoir nous donner vos retours, vos témoignages, si vous le voulez. En tout cas, ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous de soutenir le podcast et on se retrouve dans 2 semaines pour parler de photos de concert. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.